8 janvier 2016, Los Mochis, une ville du nord du Mexique. Une unité d'élite de l'armée mexicaine intervient dans une maison de banlieue. Une fusillade éclate. 6 narcotrafiquants tombent sous les balles des soldats de la marine au cours de l'assaut. Mais leur chef est arrêté. C'est l'homme le plus recherché du monde, Joaquín Guzmán, dit El Chapo, considéré par beaucoup comme le plus grand trafiquant de drogue de tous les temps. Moi je le résume ainsi, c'est un génie du mal. C'est un roi, un dieu, un personnage surhumain. El Chapo, c'est une légende vivante à tel point qu'Hollywood, dans les mois qui précèdent son arrestation, rêve de faire un film sur sa vie de chef de cartel. C'est Sean Penn qui va décrocher la timbale. L'acteur parvient à rencontrer le Chapo en novembre 2015 et publie dans Rolling Stone la toute première interview de Guzmán, l'homme poursuivi par toutes les polices mexicaines et américaines. Tout comme Oussama Ben Laden était l'incarnation du terrorisme islamique, le Chapo Guzmán est l'incarnation du narcotrafic dans le monde. Alors, comment un homme recherché à ce point peut-il donner des interviews? Le pouvoir de son cartel serait-il plus fort que l'État lui-même? Pour comprendre, il faut pénétrer au cœur de son organisation, de Sinaloa. Joaquín Guzmán Loera est en quelque sorte le PDG d'une multinationale du crime appelée Cartel de Sinaloa. Une multinationale présente dans plus de 52 pays au monde. Spécialisé dans le trafic de drogue, le cartel engendre des bénéfices faramineux. Son pouvoir est si immense qu'il a un jour déposé dans une banque des États-Unis la somme de 378 milliards de dollars. Mais plus que la drogue et l'argent, le mythe du Chapo vient de sa capacité à s'évader. En 2001, il s'échappe de la prison de Puente Grande, le début d'une cavale de 13 ans qui en fait l'ennemi public numéro 1. Capturé en 2014, il remet le couvert 17 mois plus tard, d'une manière plutôt spectaculaire, par un tunnel ultra sophistiqué de plus d'1 kilomètre de long, débouchant sur sa cellule. El líder del cartel de Sinaloa escapó la noche del sábado de la prisión de máxima seguridad El Altiplano. Celui qu'on surnomme le roi des tunnels a tracé sur une moto fixée sur des rails et tuné façon évasion. C'est le seul narcotrafiquant qui peut se vanter de s'être échappé 2 fois d'une prison de haute sécurité. Ennemi public pour les uns, Robin des Bois pour les autres, dans son pays, le Chapo est un mythe. Des centaines de chansons à sa gloire, appelées narco-corridos, pullulent sur le net, contribuant à cette image de bienfaiteur. Joaquín Guzmán, ¿por qué? Porque él es el que ayuda al pueblo, el gobierno se debe de encargar a secuestradores, no a gente que nos ayuda. Del Chapo Guzmán. Mais derrière l'image bon enfant se cache un redoutable prédateur qui tue ou fait tuer par milliers ceux qui se mettent en travers de sa route. Un chef de guerre redouté par tous les cartels. Il se faisait la guerre pour savoir qui était le plus dur. Si le cartel des États se laissait 10 têtes coupées quelque part, Sinaloa en laissait 10 le lendemain. Alors, quel est le secret de la longévité de Joaquín Guzmán? Pourquoi El Chapo, qui a défié la mort depuis plus de 40 ans, est-il encore vivant? Nous allons vous montrer comment celui qu'on surnomme le Courteau, le Petit, a construit le plus grand empire mondial de la drogue. Une histoire écrite en lettres de sang, où la cocaïne et la corruption règnent en maître et où la vie d'un homme ne vaut guère plus qu'une quinzaine de dollars. Dans la partie nord du Mexique, plus précisément dans les États de Sinaloa, Durango et Chihuahua, existe une zone de montagne très haute, très profonde, inaccessible. Et c'est dans cette région
qu'opère le cartel de Sinaloa. C'est dans cette sierra, une des régions les plus pauvres et reculées du Mexique, que naît en 1954 Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, dit El Chapo, un surnom qui remonte à son enfance. Sa mère m'a dit que, quand il était enfant, un de ses oncles l'appelait toujours le petit, à cause de sa petite taille. Et à force de l'appeler comme ça, le surnom lui est resté. Il grandit entouré de 6 frères et sœurs dans une famille d'agriculteurs. Enfin, pas n'importe quel type d'agriculteur. C'est du pavot et de la marijuana que cultive Papa Guzmán avec l'aide de ses fistons. Dès son enfance, il s'est mis à aider son père au champ. Toute sa famille cultivait le pavot. Ses parents, ses oncles aussi. C'était donc dans l'ordre des choses qu'ils s'y mettent, comme n'importe quel gamin du coin d'ailleurs. Eh oui, les opiacés, la spécialité locale, c'est ce qui a valu à la région le surnom de Triangle d'Or, un état de fait qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, Mexico est devenu le principal fournisseur de morphine pour les soldats américains. Et ça avec l'aval et même à la demande du gouvernement américain. Ils ont toléré et même encouragé la plantation de marijuana et de pavot dans les régions de Guerrero et de Sinaloa. Les paysans du coin se sont mis à produire de grandes quantités de drogue pour le gouvernement américain. Et c'est devenu un véritable mode de vie. Sinaloa, c'est la Sicile mexicaine. Ce passé de terroir de la chenouf a fait émerger après-guerre une génération de cadors du trafic qui ont poussé à l'ombre des pieds de pavot. Sinaloa est une pépinière de chefs de cartel. C'est l'aristocratie du trafic à Mexico. Les plus grands narcotrafiquants du pays viennent de Sinaloa et plus particulièrement d'une commune du nom de Badiraguato. Quand on grandit dans la Sierra, 2 choix s'offrent à vous. Continuer à cultiver la drogue pour quelques poignées de pesos ou tenter de la dealer en montant à la capitale, Culiacán, pour devenir un narco. Avec les risques que ça comporte, mais aussi les perspectives glorieuses de montagnes de dollars et de jolies filles. Un choix vite fait pour le Chapo. D'autant que son père a des liens de parenté avec un gros bonnet du narcotrafic, un entre-gens qui va permettre aux courteaux de s'extirper de ses montagnes natales, à la force du flingue. Il vient de ce milieu rural, mais il va vite grimper les échelons du cartel. En tant que tueur à gages d'abord, puis comme responsable de certaines zones de trafic, et jusqu'à devenir un des sous-lieutenants de l'organisation. Durant les années 80, le trafic de drogue mexicain est contrôlé par un homme, Félix Gallardo, dit El Padrino, le parrain, un ex-flic passé du côté obscur de la force. C'est pour son compte que El Chapo travaille. En plus de gérer le commerce de l'héros et de la marijuana, Gallardo est l'homme de confiance des cartels colombiens de la cocaïne. À cette époque, un certain Pablo Escobar déverse des tonnes de poudre blanche sur les États-Unis. En grande partie via les Caraïbes, un couloir qui commence pourtant à être dans le radar des stupes. U.S. police recently uncovered one of the largest cocaine hauls ever in Miami. Ce qui a obligé Escobar à s'en remettre de plus en plus souvent à Gallardo pour faire passer sa marchandise. Les Colombiens payaient les Mexicains en liquide. Au bout d'un moment, les Mexicains se sont rendus compte qu'ils pouvaient adopter une stratégie plus intelligente et leur ont dit « Ok, non seulement vous allez nous payer avec du cash, mais aussi avec de la drogue. » Être payé en drogue représente un énorme avantage. L'organisation du Padrino peut désormais dealer elle-même de la coke aux États-Unis et ainsi décupler ses bénéfices. Peu à peu, aidés en cela par les persécutions contre Escobar qui s'intensifient à la fin des années 80, les Mexicains passent du rang d'intermédiaire à celui d'organisateur du trafic de cocaïne. Leur pouvoir explose. Gallardo apprécie El Chapo, son talent logistique, son sang-froid. Guzmán prend du galon et gère bientôt les convois entre Colombie et Mexique.
En 1987, inquiété dans l'affaire du meurtre de Kiki Camarena, un agent de la DEA qui avait infiltré son cartel, Gallardo décide de diviser son empire entre des lieutenants tous originaires comme lui de Sinaloa. Cette histoire, c'est celle d'un grand baron de la drogue qui assigne à ses principaux lieutenants, à ses hommes de confiance, différentes zones de trafic. Durant cette réunion organisée par Gallardo et à laquelle tous ses lieutenants participaient, les Zambada, les Esparragosa, les Guzman, les Arellano, ils se sont divisés le pays comme s'ils étaient des dieux. Qu'elle soit mythique ou non, cette réunion fut l'acte de naissance des cartels mexicains. Au frère Arellano Félix, Dieu le Père Gallardo donna la plaza de Tijuana. À la famille Carrillo Fuentes, celle de Juárez. À Miguel Caro Quintero, Sonora. Et à Ismael Zambada et Joaquín Guzmán, Sinaloa, la maison mère. Dans les années qui suivent, le Chapo et ses associés écoulent des centaines de tonnes de drogue vers les États-Unis. Ils font preuve d'une inventivité sans limite, planquant leur cam dans tout ce qu'il est possible d'imaginer. Conserves de piment, carcasses de requins, primeurs en tout genre, mais aussi des produits un peu moins frais. Il leur arrivait aussi de cacher leurs marchandises dans des cadavres. La police est tombée là-dessus dans des morgues de Tijuana. Des corps qui devaient passer la frontière après avoir été bourrés de drogue. Mais c'est pourtant par un autre moyen que le Chapo va définitivement imprimer sa marque à la folle histoire de la contrebande. On le surnomme le seigneur des tunnels parce que c'est lui qui a le plus perfectionné cette technique pour passer de la drogue vers les États-Unis. C'est lui qui a donné aux tunnels des caractéristiques technologiques avancées, comme l'air conditionné ou l'utilisation du GPS pour être plus précis dans le tracé. Le Chapo a fait passer les narcotunnels du 19e au 22e siècle. Roi des tunnels et homme de l'ombre jusqu'au début des années 90, le Chapo va brusquement apparaître en pleine lumière et de manière spectaculaire. Curieusement, c'est à cause du meurtre d'un homme d'église que Guzmán va devenir célèbre. En 1993, un événement sanglant va en effet faire basculer la vie d'El Chapo. Le 24 mai de cette année-là, le cardinal Ocampo est tué lors d'une fusillade entre cartels rivaux à l'aéroport de Guadalajara. Et Joaquín Guzmán est tenu pour responsable de ce meurtre. Pour la première fois, son visage va apparaître à la télévision. De personnage de second rang du narcotrafic, il devient l'ennemi public numéro 1. L'assassinat du cardinal Ocampo provoque un choc immense dans le pays. Ils avaient assassiné un cardinal, une figure vraiment importante de l'Église. Ça ne s'était jamais vu au Mexique. Depuis des mois, la tension monte entre le cartel de Tijuana et El Chapo. Ce dernier veut mettre la main sur le couloir de trafic des frères Arellano Félix, qui n'entendent évidemment pas de cette oreille. Ce jour de mai 93, c'est Guzmán qui devait mourir à Guadalajara. Les tueurs des frères Félix mitraillent une voiture qu'ils pensent être celle du Chapo. Mais c'est le cardinal qui prend 14 balles dans le corps. Tragique méprise, complot ourdi pour se débarrasser d'Ocampo, les avis divergent encore aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, El Chapo, bouc émissaire parfait, est tenu pour responsable. Sa tête est mise à prix, la chasse à l'homme commence. Attraper le Chapo est devenu un impératif politique pour le gouvernement, pour que justice soit faite au plus vite pour la mort du cardinal. C'est ce qui explique le désir impérieux du gouvernement de s'emparer de lui. Le 9 juin 1993, après 2 semaines de cavale, le Chapo est capturé au Guatemala, puis incarcéré au Mexique. Difficile d'imaginer en voyant ce jeune homme, à l'air un peu abruti, qu'il sera une quinzaine d'années plus tard considéré comme le criminel le plus puissant au monde. En voulant lui faire porter le chapeau, le gouvernement ne se doute pas qu'il lui a rendu le plus grand service de sa vie. En novembre 1995, Guzmán est transféré à la prison de haute sécurité de Puente Grande. Enfin, haute sécurité à la mexicaine. Le genre d'endroit où les chefs narcos gèrent souvent encore mieux leur business que s'ils étaient dehors.
Quand le gouvernement capture ce genre de narcotrafiquants, il les incarcère, mais il ne leur confisque absolument rien, pas le moindre dollar. Ils sont en prison, ok, mais c'est comme s'ils étaient dehors, car on ne s'en prend pas à leur pouvoir financier. Ils peuvent continuer à gérer leurs affaires depuis la prison, et en plus de ça, ils ont tout l'argent nécessaire pour corrompre les autorités locales, pour payer des tueurs à gages, pour acheter des armes, des véhicules blindés, des avions, bref, pour continuer à gagner toujours plus d'argent. Cet argent, le Chapo le met à profit en installant un système de corruption généralisé. Des gardiens à certains chefs de la prison, jusqu'aux balayeurs, tout le monde ou presque croque du dollar narco. Guzmán fait de la prison sa nouvelle base exécutive. Le trafic roule. D'autant mieux que le Chapo n'est pas l'unique chef de Sinaloa, un cartel à l'organisation horizontale regroupant différentes familles criminelles. Il s'agit de différents clans qui se sont regroupés sous la même marque. Le cartel de Sinaloa est constitué de plusieurs groupes, de plusieurs familles, parmi lesquels on retrouve les Casares, les Zambada, les Esparragosa et aussi les Guzmán. Chacune de ces organisations, de ces familles, a sa propre armée, ses propres moyens, ses propres routes, mais cela fait des décennies qu'ils travaillent ensemble. Et c'est pour cela qu'on les appelle le cartel de Sinaloa. Au cours de l'année 99, le cartel parvient même à placer certains de ses hommes à la direction. La prison devient carrément l'hôtel Chapo. Il organisait des fêtes à l'intérieur de la prison. Il faisait venir des groupes de musique. Et puis il distribuait aussi pas mal d'argent à droite à gauche. Il avait la vie vraiment facile, une vie de luxe même. Avec petits plats préparés par des chefs, alcool, prostituées. Et c'est bien sûr en corrompant tout le monde qu'il pouvait jouir de tout ça. Dans de telles conditions, l'évasion du Chapo était presque une formalité. La question serait plutôt de savoir pourquoi il n'est pas parti plus tôt. Certains disent qu'il craignait pour sa vie et se sentait protégé en prison, et que c'est la peur d'être finalement extradé vers les États-Unis qui l'a poussé à partir. Quoi qu'il en soit, le 19 janvier 2001, Guzmán joue la fille de l'air. Del penal de Puente Grande, el Chapo se les peló. La primera fuga. Il existe deux versions de la première évasion de Joaquim Guzmán. La première, l'officielle, soutient qu'il s'est échappé dans un chariot de linge sale caché à l'intérieur. La seconde version, enfin celle qui est considérée comme la vérité par les gens qui ont enquêté sur cette affaire, c'est qu'il est sorti par la porte. Que ce sont les autorités elles-mêmes qui ont ouvert toute grande la porte à Guzmán. Suite à cette évasion, le gouvernement de Vicente Fox devient la risée mondiale et la prison de Puente Grande se voit renommée en Puerte Grande. La Grande Porte. Le Chapo devient quant à lui instantanément un véritable mythe. Le fait que Guzmán ait été le premier détenu à s'échapper d'une prison de haute sécurité lui a conféré un statut quasi légendaire. Son image médiatique lui a clairement rendu service. C'est en grande partie son statut mythique qui l'a aidé à grimper dans la hiérarchie du narcotrafic. Son escapade confère à Guzmán une aura énorme auprès de ses collègues narcos. C'est auréolé de ce statut nouveau qu'il se remet aux affaires. D'autant que, comme le suggère son évasion facilitée, il semble soutenu au plus haut niveau par le pouvoir politique. Cette évasion lui a offert une très grande visibilité, mais elle a aussi permis de se rendre compte à quel point les cartels de la drogue avaient infiltré tous les organes de l'État jusqu'aux partis politiques eux-mêmes. La production et le trafic de drogue ne peuvent pas s'effectuer sans l'autorisation, ou tout au moins la permissivité, du gouvernement. C'est impossible autrement. Depuis des décennies déjà, pouvoir politique et narco marchent main dans la main au Mexique.
une tradition portée à son summum par le cartel de Sinaloa. Le cartel de Sinaloa possède une dimension politique très importante. Il pactise contrairement aux autres organisations criminelles. Il passe des accords, il dialogue, il négocie avec les autorités. Il y a de nombreuses preuves de cela. C'est ainsi qu'ils agissent depuis près d'un siècle. Les trafiquants de Sinaloa sont comme ça. Il s'agit de pactes tacites. Du genre, tu finances ma campagne électorale et en échange, je te laisse tranquille. Je protège ton organisation. En prison, le Chapo aurait donc pactisé avec le gouvernement. Une supposition que la suite de son histoire rendait plus crédible. Début 2000, faire des millions ne lui suffit plus. Il veut être El Padrino, un parrain omnipotent qui contrôle tout, à l'image de Gallardo, son mentor. Dans les années qui suivent sa sortie de prison, il engage une guerre terrible pour s'approprier les couloirs de trafic des cartels de Tijuana et de Juárez. Les grandes villes frontalières, particulièrement Tijuana et Juárez, ont toujours été les pièces maîtresses du trafic. Parce que vu toutes les marchandises qui y transitent, c'est bien plus facile d'y faire passer la drogue. Durant 3 ans, ils ont incendié Tijuana. Le nombre de meurtres, de kidnappings, d'extorsions a explosé. Côté Tijuana, les résultats ne se font pas attendre. Les assassinats se succèdent, mais aussi des arrestations. Plus de 2000 en l'espace de quelques mois. Des arsenaux d'armes et des montagnes de drogue sont saisis, et le tout est fièrement exhibé pour montrer que le gouvernement fait son travail, alors que pendant ce temps, l'organisation du Chapo est à peine inquiétée. Un sacré coup de pouce. Tijuana et Juárez étaient les cartels dominants durant les années 90. Mais le pouvoir des Arellano Félix a commencé à diminuer à partir de 2003. À cause de la capture de Benjamín Arellano Félix et la mort de son frère Ramón. Dès 2002, Sinaloa contrôle une grande partie de la place de Tijuana. Grâce au soutien du gouvernement fédéral, le cartel de Sinaloa a réussi à s'approprier la région. Et c'est eux qui la contrôlent encore aujourd'hui. Côté Juárez, les choses vont prendre plus de temps. Dans les années 90, Amado Carrillo Fuentes en fait un cartel surpuissant. On le surnomme alors le Seigneur des cieux, rapport à la flotte de Boeing 727 dont il se sert pour transporter la coke. Il disparaît en 97. Son frère Vicente, qui prend sa place, n'est pas tout à fait à la hauteur. Guzmán le fait abattre en 2004. Le début d'une guerre infernale qui va faire de Juárez la ville la plus dangereuse au monde. Dans les années 2000, la guerre des cartels a engendré au Mexique des milliers de morts. Parmi eux, des membres évidemment du cartel de Sinaloa, qui se retrouvent aujourd'hui ici, au cimetière de Culiacán. Les plus célèbres, les plus riches d'entre eux, sont enterrés dans ce genre de mausolée, de véritables petites résidences secondaires avec, dit-on, jacuzzi, air conditionné et même télé extra plate. Le point culminant de cette violence a été atteint lorsque los Zetas ont voulu mettre la main sur les trafics d'El Chapo et sont venus jusqu'ici, en Sinaloa, défier l'organisation. Mais venir chatouiller El Chapo n'était pas vraiment une bonne idée. Le cartel des Zetas est une organisation criminelle qui a surgi au début des années 2000. À l'origine, il s'agissait de militaires ayant déserté un groupe d'élite de l'armée mexicaine. Ils avaient été recrutés par le cartel du Golfe pour en être le bras armé. Et en 2002, suite à la capture du chef du cartel du Golfe, les Zetas sont devenus un cartel à part entière, opérant de manière indépendante. Avec los Zetas, le niveau de violence atteint un degré encore jamais vu. Leur technique de guerre, inspirée de celle des Caibiles, une unité d'élite guatémaltèque célèbre pour ses massacres de populations civiles, ont pour but d'inspirer une terreur absolue. Une stratégie de la peur qui leur permet de conquérir en quelques années un vaste territoire. Le cartel des Zetas utilise des méthodes de violence allant jusqu'à la décapitation et même au démembrement de ses victimes.
Les États sont un groupe intégralement violent. Ils ne semblent pas avoir de stratégie particulière, si ce n'est d'arriver quelque part, de s'approprier le lieu par la violence, avant de continuer à avancer pour faire la même chose ailleurs. C'est à cause de ce genre de méthode qu'on trouve tellement de fosses clandestines dans ce pays. Ils ont réussi à contrôler des zones du golfe du Mexique. Puis, à force d'avancer, ils ont commencé à disputer certaines régions contrôlées par le cartel de Sinaloa. Pour leur faire face, le Chapo forme un groupe paramilitaire calqué sur leur organisation et appliquant les mêmes méthodes. Los Negros. La guerre est d'une brutalité inouïe. Elle enflamme le pays. C'était une guerre d'une violence extrême. Un jour, on a publié un article qui disait que l'enjeu de la guerre était de savoir qui était le plus dur, le plus inflexible des deux. Si le cartel des États laissait 10 têtes coupées quelque part, le cartel de Sinaloa en laissait 10 le lendemain en représailles. Si des corps démembrés étaient découverts un jour, on en découvrait d'autres dans la foulée. L'affrontement Zetas-Sinaloa va encore s'envenimer suite au retournement d'alliance des Beltrán Leiva, une autre famille narco de Sinaloa qui, après avoir durement lutté contre les Zetas, finissent par se ranger de leur côté, suite à ce qu'ils considèrent comme une trahison de Guzmán. Une histoire dont les conséquences vont atteindre le Chapo en plein cœur. Un des fils du Chapo, Ivan Archibaldo, était en prison. Et du jour au lendemain, il a été remis en liberté. C'est de là qu'est né le problème entre le Chapo et les Beltrán Leiva, parce qu'ils l'ont accusé d'avoir échangé la liberté de son fils contre des informations permettant la capture du plus jeune des frères Leiva, Alfredo, dit le Mochomo. Le Mochomo était un élément clé du cartel, mais le Chapo le suspectait de parlementer avec les Zetas, ce qui expliquerait qu'il les balançait. Les frères Leiva ne tardent pas à réagir et assassinent un des fils du Chapo, Edgar, sur le parking d'un centre commercial de Culiacán. Mauvais calcul pour El Chapo. En voulant sauver un de ses fils, il en a perdu un autre. S'en prendre à la famille a des conséquences très sérieuses, c'est clair. Une bonne partie de l'escalade de la violence des années 2008-2011 est due à cette guerre civile qui a éclaté à l'intérieur du cartel de Sinaloa. Son pays à feu et à sang, le président Felipe Calderón réagit en lançant en 2006 sa célèbre guerre contre la drogue. 40 000 militaires sont déployés dans les points chauds du pays. Sous les grands discours, il semble que cette guerre soit davantage menée contre les ennemis de Sinaloa, Juárez et Zetas en tête, que l'armée fait tomber comme des mouches, que contre le trafic lui-même. Durant cette prétendue guerre contre la drogue, il semble que les forces gouvernementales étaient principalement concentrées sur le fait de s'attaquer aux autres cartels. Et ça, d'une certaine manière, d'une manière indirecte, ça a bénéficié au cartel de Sinaloa. Une accusation vertement rejetée par le président Calderón tout au long de son mandat. En esa falsa acusación dolosa y no sé con qué intenciones además que se hace el gobierno, cae por su propio peso. Hemos golpeado por igual tanto a los cárteles vinculados al Golfo de México como al Pacífico mexicano. Ils s'en sont moins pris au Chapo Guzmán parce que la volonté du gouvernement était qu'il ne subsiste qu'un seul groupe hégémonique avec lequel il serait possible de négocier. Et non pas des dizaines de groupes atomisés avec lesquels il aurait été très difficile d'établir une relation. L'unique cartel qui a survécu à cette guerre contre la drogue, c'est Sinaloa. Tout simplement parce qu'il s'agissait de purs trafiquants, enfin, purs entre guillemets, c'est-à-dire une organisation qui ne se dédiait qu'au seul narcotrafic et qui ne maltraitait pas les gens, qui ne les rackettait pas, ne les séquestrait pas, ne les tuait pas pour les tuer, qui ne tuait pas de femmes, surtout ni d'enfants. Le cartel de Sinaloa avait ce genre de profil. De manière ironique, le cartel de Sinaloa a atteint son point culminant durant cette prétendue guerre contre la drogue.
Et c'est sous les 2 derniers gouvernements, durant la décennie écoulée, que le cartel est passé du statut d'organisation criminelle locale à une structure à l'envergure internationale. Cette guerre contre la drogue, au bilan humain terrifiant, plus de 100 000 morts, est en fait l'émanation mexicaine d'une politique américaine lancée par Nixon. Les Américains financent cette lutte contre la drogue, fournissent des armes et encadrent les soldats mexicains. De nombreux analystes disent même qu'ils la dirigent en sous-main. Mais cautionnent-ils pour autant les faveurs accordées à El Chapo ? La guerre entre les cartels, les milliers de morts qu'elle a engendrés a obligé les Américains à établir des priorités. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec le Mexique, ce pays si proche de nous? Et entre tous les cartels, ils ont choisi celui de Sinaloa comme étant un cartel avec qui il était possible de cohabiter. L'immense business que représente le narcotrafic a selon moi été depuis toujours administré par les Américains. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce maintien et ce renforcement même de Sinaloa résultent d'une stratégie parfaitement établie du gouvernement américain. Les États-Unis continuent à être le grand marché de la drogue, ils en ont besoin. Vous imaginez, vous, une semaine sans drogue à Chicago ou à New York? Qu'est-ce qui se passerait? Eh oui, c'est ainsi. L'insatiable narine gringo doit bien continuer à être alimentée. Alors autant que ce soit par les plus raisonnables, enfin disons, par les moins psychopathes des narcocartels. Une réelle politique pas vraiment étrangère aux habitudes américaines en la matière. C'est ce que je dis tout le temps. La dernière lettre du sigle DEA signifie administration. Ils administrent la drogue. Ils administrent les cartels, leur façon d'opérer, la quantité de drogue qui passe et surtout les prix, bien sûr. Ils l'ont toujours fait. Il est même arrivé que la DEA trafique main dans la main avec les narcos. La DEA a parfois utilisé ses propres avions pour acheminer de la drogue et il a même été prouvé qu'elle est allée jusqu'à déposer de l'argent en banque avec les trafiquants. Nicaragua, années 80, des membres de l'administration Reagan financent secrètement les Contras, un groupe armé luttant contre le gouvernement sandiniste, un peu trop socialiste à leur goût. Pour récupérer de l'argent, les services US vendent en sous-main des armes à l'Iran. Officiellement un de leurs pires ennemis, le fameux scandale de l'Iran Gate. Moins connu, des agents de la CIA pactisent aussi avec Escobar et Gallardo. Vous vous souvenez, le mentor du Chapo. Le deal, ils ferment les yeux sur le trafic de coke, quand ils ne l'organisent pas eux-mêmes, en échange d'une aide financière aux Contras. Pas difficile d'imaginer à la lueur de ce genre d'informations que le Chapo ait pu avoir des relations étroites avec les services américains. Des documents déclassifiés l'attestent, des rencontres entre officiers de la DEA et chefs de Sinaloa ont eu lieu durant la guerre contre la drogue, des deals du genre tuyau sur les autres cartels contre protection. Et quand ce ne sont pas les enjeux géopolitiques qui parlent, il reste le dollar. La corruption du Chapo ne s'arrêtant pas vraiment à la frontière. Là où il existe un niveau de corruption aussi important, voire même plus important que chez nous, eh bien c'est aux États-Unis. Tout le monde est de mèche là-bas aussi. Des autorités aux patrouilles frontalières en passant par les maires et les forces policières des principaux centres de consommation. Quelle quantité d'argent sale est blanchi dans le système financier américain? Des milliards et des milliards de dollars. La fin des années 2000 est la période faste de Guzman, qui s'impose comme l'emblème médiatique du narcotrafic. En juillet 2007, ce grand amateur de femmes, 4 épouses et une dizaine d'enfants au compteur, épouse Emma Coronel, reine de beauté de 35 ans sa cadette. Le mariage, somptueux, lors duquel il s'adonne largement à ses 2 passions, le whisky et la danse, a lieu dans un ranch en pleine Sierra et compte parmi ses invités des politiciens de haut rang. Au moment même où Guzman est censé être l'un des hommes les plus recherchés du pays. En 2009,
le magazine Forbes le place au rang des hommes les plus riches du monde, achevant de le consacrer en pop star de la poudre blanche. La célébrité du Chapo a encore été accrue quand Forbes l'a classé 701e de sa liste des hommes les plus riches au monde. Ça nous a tous rendus fiers ici. Et lui en tout premier, je crois. Quand ils l'ont attrapé, il avait d'ailleurs un pistolet sur lequel était gravé le numéro 701, comme dans la revue. Ce classement a énormément renforcé sa popularité. Ses ennemis ayant été balayés, le pouvoir du cartel de Sinaloa explose mondialement. Il contrôle désormais une énorme partie des exportations de coke, d'héros, mais aussi de meth, un business dont s'occupe tout spécialement Guzman, en faisant venir les ingrédients nécessaires à sa confection depuis la Chine. Dans les années 2010, c'est Chicago qui est désormais la plaque tournante du trafic de drogue aux États-Unis. Le Chapo arrose depuis les rives du Michigan des centaines de villes américaines. Une mainmise qui va contraindre les autorités de la ville à le déclarer ennemi public numéro 1, un titre jusque-là détenu par le seul Al Capone. This is the underground UPS that we've seen here. And don't kid ourselves, that's why we have used the label as public enemy #1 in this instance of the havoc that this organization, and he is the head and leader, has wreaked on the streets and to the citizens of Chicago. En 2011, à la mort de Ben Laden, Guzman devient même l'homme le plus recherché du monde par le FBI et Interpol. Un élément qui renforce définitivement son mythe et permet de réduire le problème du narcotrafic à sa seule figure. Quand le gouvernement américain l'a déclaré ennemi public numéro 1, il est devenu encore un peu plus populaire. Ça a contribué à sa légende et ça a en même temps permis de dévier l'attention, d'empêcher qu'on ne se demande trop qui se cache derrière le cartel de Sinaloa, en plus de Joaquín Guzmán. Qui est-ce qui est le plus vendeur? L'idée d'un ennemi public numéro 1 ou celle qu'il y a 1 à 2 millions de citoyens américains qui sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans le trafic? Construire une histoire de James Bond est bien plus vendeur et pratique que tenter de faire comprendre la complexité du business. Les États-Unis ont présenté de manière simplificatrice le Chapo comme si c'était le mal absolu. Toute proportion gardée, tout comme Oussama Ben Laden était présenté comme l'incarnation du terrorisme islamique, le Chapo Guzmán l'a été comme celle du narcotrafic dans le monde. Deux façons de voir qui, on le sait bien, sont parfaitement manichéennes. À l'instar de Ben Laden, en favorisant Sinaloa, les États-Unis ont fomenté un monstre dont le pouvoir leur échappe. Un pouvoir qui réside en partie dans l'immense soutien populaire dont jouit le Chapo, notamment dans la région de Sinaloa. Ce saint à moustache que vous voyez derrière moi, c'est Jesús Malverde, un bandit mexicain au grand cœur du début du siècle dernier, révéré aujourd'hui par tous les narcos du pays. Sa chapelle, située en plein centre de Culiacán, c'est un peu le Saint-Pierre de Rome des narcotrafiquants. À l'instar de Jesús Malverde, dont on dit qu'il volait aux riches pour donner aux pauvres, la légende d'El Chapo fourmille littéralement d'actes de bienfaisance envers le bon peuple de Sinaloa. Alors, Robin des Bois, ce El Chapo, mythe ou réalité? Là où certains cartels font régner la terreur, rackettant, violant et kidnappant, le Chapo se pose en protecteur dans cet état qu'il a vu grandir. Joaquín Guzmán a fait de nombreuses choses en faveur du peuple, dans la Sierra, mais aussi dans d'autres parties de Sinaloa. Le Chapo et les autres chefs de Sinaloa aidaient les gens ici, organisaient des fêtes, soutenaient financièrement certains jeunes, donnaient des ranchs ou des entreprises à leurs femmes.
Si, on peut le dire. Ce genre de personnages peuvent être des bienfaiteurs, des sortes de Robin des Bois. Ils ont construit des maisons pour les gens, leur ont donné du travail. Des flottes de taxis entières à Sinaloa doivent leur travail au Chapo. Ça explique qu'il y ait tout ce terreau social qui a alimenté le mythe du Chapo. Des attentions pas forcément désintéressées, puisque le peuple de Sinaloa reste son meilleur réseau de renseignement. Quand les militaires arrivent, les radars s'activent. N'importe quel villageois peut devenir les yeux du Chapo, lancer l'alerte et l'aider ainsi à prendre la fuite. Il sait bien qu'il a besoin d'un soutien populaire, que ça lui sert à se protéger. Les années passent, et plus personne ne songe à imaginer que le Chapo, qui s'est mué en un être quasi mythique dont on viendrait presque à douter de l'existence, sera repris un jour. On en sait très peu sur la vie de Guzmán durant ses 13 ans de cavale. Tout juste qu'entre de très nombreux voyages d'affaires au Mexique et à travers le monde, il passe une bonne partie de son temps en Sinaloa, dans ses villas de Culiacán ou ses ranchs de la Sierra. Durant cette période, des centaines de personnes jurent l'avoir aperçu à travers tout le pays. Parfois au même moment, à 2 endroits différents. Omnipotent, omniscient et doué d'ubiquité, le Chapo. Il y a plein de gens, tout un tas, qui assurent qu'ils ont vu le Chapo entrer dans un restaurant et dire « Messieurs, mesdames, nous allons fermer les portes de l'établissement pour un petit moment. Veuillez confier vos téléphones portables à mes hommes, leur repas vous est offert. » On m'a raconté la même histoire à Durango, à Chihuahua, en Basse-Californie. Cette histoire, c'est moi qui l'ai relatée. Moi, je suis journaliste, je n'écris pas des romans. Cette anecdote s'est vraiment passée ici, à Culiacán. Je l'ai recoupée, je l'ai rédigée et je l'ai publiée. Si on raconte que ça s'est passé ailleurs, ça, je ne sais pas. Avec le Chapo, c'est comme si les mensonges et la réalité racontée par les médias, par le gouvernement et par l'opinion publique étaient mis dans un shaker et qu'on mélangeait le tout. À la fin, tout se confond et il devient presque impossible de distinguer le vrai du faux. Mais je pense que toutes ces histoires qui tournent autour de Guzmán alimentent son mythe et l'adoration dont il fait l'objet. La cavale de Guzmán devient source de plaisanteries dans tout le Mexique. Une histoire de gendarmes et de voleurs tragicomiques au déroulement immuable. L'armée tente de nombreux coups de main pour le capturer mais arrive toujours, ces ballots, un peu trop tard. Corruption, quand tu nous tiens. Le gouvernement donne l'impression d'agir mais le Chapo est toujours libre comme l'air. Les choses vont pourtant basculer en 2014 lorsqu'une intervention frôle les moustaches du courteau qui ne parvient à se carapater qu'in extremis. C'est par un tunnel secret relié à ces canalisations qu'El Chapo s'est enfui de sa résidence principale de Culiacán en février 2014 lors d'un raid contre lui de la marine. Après inspection, les marines ont découvert que cette maison lui appartenant à Culiacán était reliée justement par tout un réseau de tunnels secrets. Pas pour rien que le Chapo a pour surnom El Señor de los Tuneles. Le 22 février, quelques jours après ce décanillage digne de Jean Valjean, l'impensable se produit. Guzmán est arrêté lors d'une opération massive de la marine dans la cité balnéaire de Mazatlán. Son identité est immédiatement confirmée par analyse digitale, puis il est emmené en avion vers Mexico City pour une identification formelle. Une capture mondialement suivie qui donne lieu à diverses interprétations. Pour certains, ce serait son attachement à ses filles qui aurait perdu Guzmán.
Il est éperdument épris de ses filles. C'est vraiment son point faible. Quand ils l'ont attrapé à Mazatlán le 22 février 2014, il était avec ses filles et la maman des petites aussi. Ce qu'il éprouve pour ses petites filles, des enfants très jolis, puisque leur mère est une ancienne reine de beauté, l'a poussé à s'exposer, à prendre des risques et à entraîner sa capture. Pour de nombreux autres analystes, cependant, l'arrestation réalisée sans qu'aucun coup de feu n'ait été échangé flairerait le coup monté, la mascarade médiatique. Le plus logique aurait été qu'il se réfugie dans un lieu plus sûr, quelque part dans le triangle d'or. Mais au lieu de ça, il est allé à Mazatlán, sans filet de sécurité, sans que personne ou presque ne soit là pour le protéger. On peut dire que c'est une manière d'agir pour le moins inhabituelle de Joaquín Guzmán. Je pense que sa capture est passée par un accord avec le gouvernement et que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'affrontement. Que c'est pour cette raison que sa capture s'est déroulée sans le moindre accrochage. L'arrestation du Chapo serait-elle à nouveau le résultat d'un pacte? Confronté à des critiques trop vives de collusion avec le narcotrafic, et particulièrement avec Sinaloa, le gouvernement aurait-il eu besoin de donner un gage? Et dans ce cas, qu'est-ce que Guzmán aurait à y gagner? L'immunité renouvelée pour son organisation et ses proches. Quoi qu'il en soit, dans la prison de haute sécurité de l'Altiplano où il a été transféré, pour le Chapo, le business continue. Même s'il était en prison, c'était toujours le chef. Il continuait à donner des ordres. Ça n'a rien changé, ni pour lui, ni pour l'organisation. Pour moi, c'est juste une pièce de plus dans ce grand show médiatique. Après l'avoir attrapé, ils ne lui ont de nouveau pas confisqué le moindre dollar. Ils n'ont pas saisi ses entreprises, ni inquiété les politiques qui le soutenaient. Son pouvoir patrimonial a même continué à croître. Ils ont entre les mains le plus grand des capos, mais ils ne s'attaquent pas à son réseau financier. Il n'y a eu aucune enquête visant à démanteler la structure patrimoniale du cartel. Dans ces conditions, l'évasion du Chapo ou sa libération. Le tunnel qui lui permet de s'échapper était entièrement ventilé et éclairé. Les tunnels du Chapo sont sans doute les plus sophistiqués au monde. Mieux, tout au long de ces 1500 mètres, des rails ont été fixés pour guider la moto jusqu'à une maison construite spécialement pour l'occasion et sur laquelle le tunnel débouche. Une entreprise digne d'un chantier public, du jamais vu. Il s'agit d'une logistique extrêmement précise, impliquant la connaissance des procédés mécaniques d'excavation, des techniques de construction de tunnels, mais aussi certainement l'utilisation d'une puce pour géolocaliser la cellule du Chapo et faire un tracé parfaitement droit arrivant pile au bon endroit. Alors pour mener à bien un tel chantier, on estime qu'il a dû être commencé plus ou moins le jour de son incarcération. Une évasion hollywoodienne qui pose encore une fois la question de complicité au plus haut niveau. Sont impliquées toutes les autorités du système pénitentiaire, celles de la Commission nationale de sécurité publique, celles des services secrets aussi, sans oublier que le périmètre de la prison était censé être surveillé par l'armée. Qui pourrait croire qu'il est possible de construire un tunnel d'1,5 kilomètre de long sans qu'aucune autorité ne s'en rende compte? C'est encore plus invraisemblable quand on sait qu'il y a une caserne de l'armée à moins de 300 mètres de la maison sur laquelle débouchait le tunnel et par où le Chapo est sorti. Il aurait simplement fallu qu'il construise une cellule au premier étage de la prison pour se prémunir de l'évasion par un tunnel. L'enquête va en rester à la corruption au sein de la prison. Mais on ne remontera pas au niveau où les décisions ont été prises. Pour résumer les choses simplement, le gouvernement ne va pas enquêter sur lui-même. Qu'il y ait eu un laisser-faire au plus haut niveau semble certain. Le reste n'est que supposition. Le gouvernement n'a-t-il pas respecté le pacte, si pacte il y a eu, poussant le Chapo à s'évader? L'évasion faisait-elle elle-même partie du pacte? Et aussi, est-il possible que Guzmán ait corrompu une bonne partie de l'appareil d'État sans que le président lui-même soit mis dans la confidence? Seul Chapo le sait. Il redevient en tout cas l'homme le plus recherché de la planète. Le début d'une gigantesque chasse à l'homme.
La traque pour mettre la main sur Joaquín Guzmán, dit El Chapo, mobilise tout ce que le Mexique compte d'uniforme, avec en première ligne, évidemment, l'élite de l'élite, la marine, et puis les militaires. Au total, plus de 10 000 hommes sont là, dans le triangle d'or de la drogue. Et pour les civils, une récompense exceptionnelle de 3 800 000 $ offerte à qui aidera à la capture d'El Chapo. La seconde cavale de Guzmán n'aura duré que 6 mois. Le 8 janvier 2016, il est arrêté suite à un raid dans une maison de Los Mochis. Une intervention filmée en caméra subjective par les soldats de la marine et lors de laquelle 6 de ses porte-flingues sont exécutés. Vous l'aurez deviné, le Chapo est parvenu à fuir, par un tunnel évidemment, menant aux égouts et dont l'accès était planqué derrière le miroir de sa chambre avant d'être finalement repris. Retour à la case prison. Dans la maison dévastée par l'intervention, on retrouve des DVD de la série La Reine du Sud, dans laquelle la célèbre actrice mexicaine Kate del Castillo incarne une chef de cartel. C'est elle qui a servi d'intermédiaire pour la rencontre avec Sean Penn 3 mois plus tôt, lors de laquelle l'acteur a réussi le tour de force d'obtenir l'interview de l'homme que toutes les forces de police rêvaient de coffrer. En 2012, Kate del Castillo déclarait faire davantage confiance au Chapo qu'au gouvernement. Le début d'une idylle par SMS avec pour arrière-fond le projet d'un film sur la vie de Guzmán, sur lequel Sean Penn espérait se greffer. Les sirènes du showbiz n'auront pas réussi à l'homme de la Sierra. Obsédé par la jolie Kate, c'est pour la revoir qu'il se serait rendu à Los Mochis. Le bandit au grand cœur, perdu par une femme fatale, un classique du cinéma hollywoodien. La fin parfaite pour son futur biopic. Mais pendant que le Chapo attire tous les projecteurs, le narcotrafic et son flot d'argent sale et de cadavres ne semblent pas près de se tarir. Au fond, ça ne change rien. Absolument rien. L'argent sale est toujours là. Les hommes politiques corrompus sont toujours là. La production de drogue continue de plus belle, tout comme le blanchiment. El Chapo, c'est juste un homme parmi d'autres. Il pourrait disparaître demain, ça ne changerait rien pour le cartel. Parce que c'est une structure qui dépasse les simples individus. C'est une organisation qui fait ça depuis des décennies. Et le fait qu'ils détiennent le Chapo ne fera pas chuter le cartel. On l'a déjà bien vu pendant que le Chapo était en prison. Le cartel a continué à grandir. Le Chapo n'est rien de plus qu'une figure emblématique qui distrait l'attention du public. Mais les opérations criminelles de trafic de drogue, de séquestration, d'extorsion, de trafic d'influence, de corruption continuent sans interruption aucune. Et ce, que le Chapo soit en prison ou en liberté, que le Chapo soit tranquille dans le triangle d'or ou bien ailleurs, en train de passer du bon temps avec ses femmes ou de faire ce que bon lui semble. Tout ça ne change absolument rien. Le Chapo est là pour détourner votre attention. Narcotrafiquant le plus connu au monde, El Chapo a désormais un statut mythique. Un mélange de Zorro, de Pancho Villa ou de Walter White, aussi craint qu'admiré, dont on n'a sans doute pas fini d'entendre parler. Et ce, quelle que soit la fin qui l'attend, incarcéré pour de bon, tué par l'armée ou par les cartels rivaux, ou alors coulant paisiblement des jours heureux, des vieux jours, au fin fond de la Sierra que vous apercevez derrière moi et qu'il a vu naître.